Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Divan des politiques. Si vous avez regardé les 2 premières émissions, vous savez que sur notre plateau, il n'y a que des psychologues, psychanalystes, psychiatres, que des psys qui apportent leur éclairage, leurs analyses sur ce que nous entendons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous vivons collectivement. Et je vous présente tout de suite mes 4 invités du jour. D'abord, Roland Gori, psychanalyste et professeur honoraire de psychopathologie, Francesca Biagi-Chaille, qui est psychiatre et psychanalyste, Samuel Doc, psychologue, et Anaëlle Leibovitz-Kénéen, qui est psychanalyste, et c'est au moins un point commun que nous avons ensemble. Je suis éditorialiste à LCI, et vous aussi, vous êtes éditorialiste, mais à Lacan Quotidien, qui est un grand média international d'information psychanalytique. Merci à tous les 4 d'être ici. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Roland Gori. Vous avez écrit plusieurs livres dont les titres et les sujets sont sans ambiguïté très politiques. L'individu ingouvernable, La fabrique des imposteurs ou tout récemment, la nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron. Et j'ai donc tout particulièrement pensé à vous pour ce premier sujet. Alors, les psys que vous êtes savent que Freud a commenté un jour l'euphorie que ressentent certains patients au début de leur cure sur le mode « mon psy est formidable ». Mais Freud précisait aussitôt, je le cite, « Le beau temps ne peut pas toujours durer et il arrive inévitablement un moment où il se gâte. » Alors, à ce désamour, le psychanalyste se prépare donc, je ne sais pas s'il en est de même pour les hommes politiques, et en 2017, on a tellement répété à Emmanuel Macron qu'il était formidable, vraisemblablement d'ailleurs c'est ce qu'on lui dit depuis sa naissance, qu'il est formidable, qu'il est très possible que le président vive comme une grande injustice ce qui lui arrive actuellement. J'y ai cru, puisque moi j'ai voté pour Emmanuel Macron, j'y ai cru, j'ai vraiment imaginé que il pouvait y avoir une réelle évolution, une politique nouvelle, un peu de jeunesse, du dynamisme, une écoute, une empathie peut-être gouvernementale, quelque chose qui soit réellement différent de ces 40 dernières années, en tout cas ce que moi j'ai toujours connu. Et en fait, pas du tout. Grosse déception. Au final, un discours d'une heure assez creux, aucune avancée. Il a beaucoup parlé de lui, beaucoup d'autosatisfaction, et beaucoup de « je souhaite ». Mais c'est pas avec des souhaits qu'on fait avancer le monde, c'est avec des réformes bien précises, celles qu'attend aujourd'hui le citoyen. Et il est regrettable qu'aujourd'hui, on n'ait pas été entendu par M. Macron. Les ronds-points peuvent refleurir, mais n'importe quand. Oui. Ça peut se recommencer n'importe quand. Et avec quelle vigueur, ça aussi, on ne peut pas le savoir. Donc je peux vous dire qu'il marche sur des œufs. Alors, Roland Gori, vous n'êtes pas prophète, vous êtes psychanalyste, et cependant, au tout début du quinquennat, je dois dire que vous avez prévu ce qui allait arriver, que vous l'avez d'ailleurs écrit. Alors, du coup, ma première question, c'est peut-être de savoir, mais comment le psychanalyste que vous êtes voit finalement notre président de la République ? Alors, je vois son élection. Son élection, elle fait partie d'un miracle. Il est apparu comme un peu l'homme providentiel qui allait justement faire face à ce qui constituait l'espèce de délitement, si vous voulez, des partis politiques qui s'étaient quelque peu discrédités dans une alternance servant les intérêts du libéralisme. Bon, ce qui est paradoxal, c'est que Emmanuel Macron a tout de suite annoncé la couleur. Il est pour une espèce de religion du marché, il est pour un modèle entrepreneurial de la société, pour une nation start-up, pour un État entreprise. Il s'adresse aux préfets, comme vous savez, en Guyane, Gérard Miller, et il leur dit « vous êtes des entrepreneurs de l'État ». C'est-à-dire qu'il donne d'entrée de jeu la manière dont il va essayer de façonner la France. Mais à côté de ça, en même temps, le en même temps est extrêmement important, en même temps, il a un discours humaniste, il a un discours sympathique, il faut bien le dire, qui séduit un certain nombre de personnes. Ça n'est pas un plébiscite, comme vous savez, puisqu'il a eu, pour aller vite, un quart des voix. Mais je crois qu'il a pu produire, si vous voulez, une illusion
qui, à un moment donné, correspondait bien aussi aux valeurs de l'époque. Vous savez, Napoléon disait que la géographie, c'est le destin. Freud a dit l'anatomie, c'est le destin. Et aujourd'hui, on a tendance à dire l'économie, c'est le destin. Eh bien, effectivement, Emmanuel Macron, lui, s'inscrit dans le sillon du saint-simonisme, c'est-à-dire d'une conception où la société n'est rien d'autre qu'une science de... La politique, elle n'est rien d'autre qu'une science de la production, et la justice sociale... Donc ce que vous dites, c'est que finalement, c'est donc, d'un certain point de vue, un héros de notre temps, en tout cas un représentant de notre époque. Ça, c'est tout à fait. Il n'y a pas de malentendu là-dessus. Tout à fait. Donc, d'où vient finalement le désenchantement? C'est de la première partie, l'entrepreneur, ou de la seconde partie, l'humaniste, que vient le désenchantement? Le désenchantement, il est inclus dans le paradoxe de vouloir faire une justice sociale à partir des nécessités même du productivisme. Je m'explique. Quand, par exemple, il dit à la gare Saint-Lazare, n'est-ce pas, ici, il y a des gens qui font quelque chose, et ceux qui ne sont rien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en gros, on ne peut pas être sans faire, et si on doit faire, il faut faire comme une entreprise. Il faut produire. Et donc, la justice sociale ne sera que le résidu des richesses produites par l'économie. Les Gilets jaunes lui rappellent, d'une certaine façon, si vous voulez, que la justice sociale doit être en même temps, et non pas simplement le en même temps de Macron, qui est un en même temps juxtaposé, et non pas dialectisé. Il est nécessaire de tenir compte, si vous voulez, des valeurs cardinales de la démocratie et de la République. Alors, Francesca Biaggi-Schai, vous vous êtes intéressée, alors on va dire, à un tout autre séducteur qu'Emmanuel Macron. On ne va pas du tout les comparer, puisque vous êtes intéressé notamment au cas Landru, mais qui était aussi quelqu'un qui, à un moment donné, avait réussi à faire peut-être illusion dans un domaine autrement, évidemment, plus dangereux, plus menaçant, plus meurtrier. Alors, la question pour prolonger notre première partie, c'est est-ce que vous avez le sentiment, finalement, que ce « en même temps » était d'emblée un malentendu, qui ne pouvait que provoquer du désenchantement? Oui. Alors, ce en même temps, il arrive pas n'importe quand. Il arrive dans une période où, finalement, l'être humain est pris en tenaille. Il est pris en tenaille entre, d'un côté, les objets de la consommation, et de l'autre côté, il faut bien le dire, les déchets de la consommation. C'est-à-dire que, quand même, on n'arrive pas à se débarrasser des déchets. Et en tenaille avec un troisième élément, qui est le fait d'être branché, c'est-à-dire ce qu'on vous propose tout le temps, le téléphone, tout ce que vous pouvez savoir faire avec, etc. Bon, les applis, comme on dit, quoi. Alors, dans ce matérialisme forcené, le « en même temps » est apparu comme une union possible, un horizon. Parce que, par exemple, si on pense qu'aujourd'hui l'ascenseur social est en panne, c'est pas une petite chose, l'ascenseur social. C'est énorme, c'est l'avenir des enfants, c'est au-delà de soi. Donc, c'est une visée vers un idéal. Donc, Macron a représenté ça. Il a ouvert une fenêtre avec le « en même temps ». Et pas seulement avec le « en même temps ». À mon avis, il l'a ouverte aussi en allant faire du porte-à-porte. C'est-à-dire que... Il a ouvert la fenêtre et il a ouvert la porte. Donc, non, je ne dirais pas ça comme ça. Mais en tout cas, il est allé faire du porte-à-porte, une vieille tradition politique, parler aux gens, etc. Donc, il a cristallisé sur lui quelque chose. Il a essayé de faire de l'union une union non totalitaire. Après, le lendemain de l'élection, il est devenu un président comme tous les présidents, dans la série. L'illusion était tombée, il était dans la série. Alors, c'est ce point-là, peut-être Samuel Dock, que vous pouvez continuer d'éclairer. C'est-à-dire qu'on évoque souvent dans notre jargon ce qu'on appelle le double lien, le double bind, comme disent les Anglais, c'est-à-dire je dis une chose et puis je fais le contraire, ou je dis deux choses complètement contradictoires. Est-ce que vous avez l'impression finalement que le « en même temps », qui était sa marque de fabrique, qui était presque l'objet de son succès, en même temps c'est l'objet de sa perte?
Tout à fait. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, j'ajouterais que en même temps a quelque chose d'un fantasme narcissique de pleine jouissance, de pleine puissance, mais qui est impossible, nous le savons bien en tant qu'analystes. On ne réalise jamais nos désirs, on ne les atteint jamais. Et moi, j'aime à croiser la sociologie et la psychologie, et quand on parle d'incarnation, je vois en Macron une incarnation incroyable du malaise dit hypermoderne, avec ce culte de l'image, l'accélération sociale du temps, l'hyper-individualisme, la quête de performance, jouissance, brillance, qui est intenable et qui ne fait que renforcer le sentiment d'impuissance du peuple qu'il est chargé de représenter, mais que dans cet embrasement narcissique qui est le sien, il ne parviendra jamais à représenter. Alors, est-ce que vous diriez, Anaëlle, que du coup, le ver était dans le fruit d'emblée, c'est-à-dire que le macronisme, finalement, s'est piégé lui-même par cette promesse intenable? Je me décalerais un petit peu de la question. Au fond, il me semble que pour parler de désenchantement, il faut avoir été très enchanté. Il y a eu incontestablement un enchantement qui vient du fait qu'un certain nombre de citoyens français ont voulu, parce qu'ils allaient voter Macron, croire qu'au fond, Macron était le meilleur candidat, voire le candidat idéal. Et puis, il y a quand même toute une partie des Français qui, depuis 2002, et depuis l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles, a cessé de voter pour un idéal, vote utile, et qui a voté Macron sans enchantement. J'en fais partie, au même titre qu'un certain nombre de membres de l'école de la cause freudienne, qui a fait campagne, non pas pour Macron, mais contre Marine Le Pen, pendant la dernière élection présidentielle. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, pour ce qui me concerne, je suis enchantée d'une chose, quoi qu'on puisse reprocher à Emmanuel Macron et à son gouvernement, c'est précisément de pouvoir, parce que nous sommes en démocratie, critiquer son gouvernement. Et ça, je pense que si Marine Le Pen était arrivée à franchir le cap du second tour, ça ne serait pas possible. Par exemple, là, la chose qui me vient à l'esprit, c'est la réforme Blanquer, qui est une réforme délicate pour le moins, qui est très techno-scientiste, enfin c'est pas mais trop... Oui. Voilà, elle est orientée d'une façon qui me déplaît fortement. Il a été question à un moment que Marx et Freud soient tout bonnement retirés des enseignements de philosophie. Eh bien, comme nous sommes dans un régime démocratique, j'ai pu, sans être inquiétée pour cela, rédiger une tribune dans Libération. Ça me semble être le point... On vous dirait que c'est la moindre des choses que nous restions encore en démocratie. C'est la moindre des choses, oui et non. On était quand même à un second tour qui ne nous garantissait pas que la démocratie se maintienne. Mais dans ce que vous dites, Roland Gori, il y a quelque chose que vous pouvez peut-être préciser, c'est que tout en restant évidemment dans un système démocratique, il y a quand même quelque chose qu'incarne maintenant aux yeux de beaucoup Macron, c'est l'inverse exact quand même de ce qui était sa promesse. Oui, mais alors, justement, je me permettrai d'apporter, si vous voulez, une nuance à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que je crois que Macron représente un petit peu une élite mondialisée, transnationale, effectivement très hyper-individualiste, qui fait un peu sécession avec les valeurs de la démocratie et de la République, et qui considère que la démocratie se réduit aux institutions formelles du droit, et donc permet par exemple l'expression de la parole. C'est, si vous voulez, la démocratie libérale par opposition aux démocraties autoritaires ou aux démocraties illibérales comme Orban, Erdogan et d'autres. Mais l'impasse n'est pas là. L'impasse a été notamment évoquée par Samuel. L'impasse est du côté de la manière de vivre la démocratie concrètement, ce que vous avez entendu tout à l'heure à propos des ronds-points, c'est-à-dire la fraternité, la chaleur, le débat, l'échange de paroles que l'on ne trouvait plus dans une société de la marchandise et du spectacle. Et donc c'est justement ce en même temps qui se révèle aujourd'hui, non pas une complexité de la pensée, le monde est complexe, donc il faut que je pose la thèse, l'antithèse et la synthèse, mais une juxtaposition, si vous voulez, entre des pratiques néolibérales féroces, qu'on appelle libération du travail, et puis un discours rhétorique. Et si je peux me permettre juste une phrase, c'est de dire que on est effectivement à la face à ce que vous avez appelé, Gérard Miller, le double mind, c'est-à-dire que si je dis à Paul que c'est un type formidable,
mais qu'en même temps, si je lui donne une baffe, je vais en même temps peut-être juxtaposer, mais ce qu'il retiendra, c'est quoi? C'est la baffe. C'est pas que mon énoncé, selon mon jugement, sur lequel c'est un type formidable. Alors vous allez pouvoir poursuivre ce débat, parce que justement, dans la deuxième partie, si j'ose dire, on va beaucoup parler des baffes. Oui, j'ai souhaité qu'on parle aujourd'hui de la violence. Et si je me tourne là, maintenant, vers vous, Samuel Dock, c'est que, parce qu'à la différence des 3 autres collègues que je connaissais depuis plusieurs années, je ne vous connaissais pas personnellement. Je vous connaissais de loin, notamment par un livre que vous avez coécrit avant le mouvement des Gilets jaunes et qui s'appelait « Le nouveau malaise dans la civilisation », bien vu. Et puis, en décembre dernier, cette fois dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai eu l'occasion de vous lire dans une tribune à propos de l'interpellation, pour le moins brutale, des lycéens de Mantes-la-Jolie. Et vous disiez notamment, à propos de cette interpellation brutale, à quoi sert le travail des psychologues si c'est pour que les garants de l'ordre démolissent tout ce que nous essayons de faire avec une jeunesse à terre qui risque de ne plus faire confiance aux adultes. Alors, depuis Mantes-la-Jolie, et même déjà avant, mais depuis Mantes-la-Jolie, la violence, celle de la police, mais bien évidemment également celle d'un certain nombre de manifestants, la violence n'a pas diminué, loin de là. Posons-nous, si vous le voulez bien du coup, la question de savoir quelle cicatrice risque de laisser ces innombrables samedis. Et évidemment, je ne parle pas seulement des corps meurtris, et là encore, il y a les manifestants blessés, les manifestants mutilés, les policiers blessés également, mais il y a aussi les traces, les traumatismes que cette violence laissera dans toutes les têtes, toutes ces souffrances psychiques. Et donc, je vous demande ça très simplement, est-ce que vous pensez que toute cette violence, finalement, risque de ne pas s'effacer de nos têtes? Tout à fait. Et j'aimerais dire d'abord que la violence a commencé avant la crise des Gilets jaunes. Elle a commencé dans un déni du langage. Vous parliez de double contrainte. J'ai été extrêmement étonné de ces nombreux mécanismes où Emmanuel Macron, dans sa communication, dans ce langage si particulier, pouvait dire par exemple que les aides sociales coûtent un pognon de dingue. En même temps, voilà, on retrouve ça en même temps, en supprimant l'ISF d'un autre côté, qu'ils viennent me chercher en parlant de Benalla alors qu'il est parfaitement intouchable. Il n'y a qu'à traverser la rue, alors qu'on connaît les taux du chômage en France. J'ai eu le sentiment que la révolte qui a grondé par la suite était un appel à un langage. Alors bien sûr, pas seulement à une parole, pas seulement au support acoustique du langage, mais bien à une articulation, un symbole, être compris. Pas simplement, comme ça a été le cas pour les cheminots, les infirmières et toutes les autres personnes qui ont manifesté. Je vous ai entendu, je vous ai compris, mais on continue. Mais un langage engageant qui provoque véritablement une réaction. Ça n'a pas eu lieu. Les Gilets jaunes se sont exprimés par la suite, avec la casse qu'on peut connaître aussi. Donc il y a eu une espèce de destructivité qui s'est exercée, destructivité dans laquelle j'ai pu entendre comme ça, ça fait écho à ma pratique clinique, une espèce de principe de destructivité. Il s'agissait de tester le réel pour voir si le gouvernement était encore là, quoi. Y a-t-il encore quelqu'un? Faut-il qu'on casse tout? Il y avait un appel à l'autre. Suite à ça, Emmanuel Macron et son gouvernement a répondu de façon extrêmement ferme et sont apparues les violences policières qui ont été dénoncées, je le rappelle, par Human Rights Watch, par Amnesty International, par la Cour européenne des droits de l'homme. On ne peut plus être dans le déni aujourd'hui de cette violence policière, ce n'est plus possible. Et jamais, malgré le nombre d'observateurs qui ont condamné ces violences infâmes, on peut le dire, jamais le gouvernement Macron n'a reconnu ces violences policières. Ça n'a jamais été le cas, alors qu'il y a 220 plaintes déposées à l'IPGN aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sont des actes isolés? Est-ce qu'il y a des ordres qui ont été donnés? Il fallait pour moi les faire passer dans le langage. Parce que psychanalystes, nous savons bien qu'on ne se libère d'un trauma à condition qu'il soit élaboré, qu'il soit reconnu, qu'il puisse être pensé. Et aujourd'hui, ce que chacun porte, observateur ou victime, c'est cette violence inouïe dans la mémoire du corps. Alors, Francesca Biaggi, on évoque effectivement le fait que ça n'a peut-être pas été dit comme ça aurait dû être dit, parlé comme ça aurait dû être parlé une fois les choses faites. Il y a quelque chose aussi qui a été dit et qui est, à mon avis, une première dans l'histoire des manifestations. On connaissait tous depuis pas mal d'années le slogan « Tout le monde déteste la police », mais il y a eu quelque chose d'autre qui est apparu sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis. Regardez.
suicidez-vous, si vous me permettez à l'ancien 68ard que je suis, ça ne me semble pas du tout la même chose que CRS-SS, qui était aussi un slogan qui semblait démesuré. Oui, parce que ce n'est pas du tout la même chose, en effet. CRS-SS, c'est une généralité, une outrance, bien sûr, mais chacun pouvait se penser, répondre, au fond, dans le domaine de la parole, ou bien laisser couler. Tandis que suicidez-vous, cela vise la personne. Cela vise la personne et c'est l'équivalent de tutoie. Et non seulement, je pense que c'est là que ça se passe d'ailleurs, non seulement cela vise la personne, le sujet, mais ça la vise dans un moment où la police, comme tout le monde, est soumise au malaise dans la civilisation. Et à partir de là, nous savons que ça survient dans un moment où il y a effectivement dans la réalité des suicides de policiers. Et que c'est un déclic. On a son arme, on la prend, on est à bout. Et donc le mot frappe. Et c'est vraiment exactement comme un patient qui me disait, il m'a regardé, ça voulait tout dire, je l'ai cogné. C'est-à-dire que là, la fonction de la parole a totalement disparu et nous avons une injonction, suicidez-vous. En tant que psychanalyste, cette injonction est à proprement parler impossible pour moi en tant que telle. On peut dire après, on peut déborder. Mais là, c'est autre chose que du débordement. Alors, juste, Anaëlle, qu'est-ce que vous avez comme sentiment devant ce que disaient à la fois Samuel Dock et Francesca Biaggi-Schai? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment finalement que d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, une des grandes difficultés, pour ne pas dire souffrance, c'est que les mots nous manquent et que ceux qui, à l'occasion, sont dits sont des mots, il faut bien dire, particulièrement inquiétants? J'ai tout à fait ce sentiment que les mots nous manquent. Et Freud notait que, au fond, face à une humiliation, et quand même, qu'on le veuille ou non, les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui, qui portent un gilet jaune, se sentent humiliées. Que ce soit d'ailleurs un éprouvé subjectif ou objectif, ça, c'est pas tellement le problème. Il y a un certain nombre de personnes qui se sentent humiliées, et pour certaines, sans doute à raison, parce que le système économique qui est le nôtre laisse un grand nombre de personnes sur le bord de la route. Et dans un État aussi riche que l'État français, on attend en effet que l'État-providence puisse aménager, disons, le système économique dans lequel nous sommes. Néanmoins, donc, Freud, j'y reviens, notait que face à une humiliation, il y a plusieurs manières de faire, au moins 3. La première qui est la violence, mais si en face de nous, l'autre est plus fort, la violence revient en boomerang. Il y a le silence, quand les mots manquent, au fond, la violence, elle est retournée contre soi. C'est le côté déprimé, désespéré. Et puis, il y a une troisième voie qui est la sublimation. Alors, comme il en parle dans le Witz, il parle du Witz. Mais il me semble que sur le terrain politique... Le Witz, expliquez ce que c'est. Le mot d'esprit, pardon. Au-delà de nous. Excusez-moi, Gérard. Le mot d'esprit, c'est-à-dire, au fond, d'arriver à faire de l'esprit. Alors, évidemment, c'est pris dans la relation entre sujets. Là, c'est pas le cas. On est sur un terrain collectif et politique. Mais il me semble que la sublimation sur le terrain du politique, c'est le vote, c'est la représentation. Or, parmi... les gilets jaunes, le grand problème est un problème de représentation, de ne pas parvenir soit à se sentir représenté, soit à accepter de ne pas être assez représenté, soit encore de créer un parti, un mouvement qui permette à ces personnes qui ne se sentent pas entendues de l'être. Pour rebondir sur ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, est-ce que vous avez l'impression que ces mots qui manquent et cette façon particulière, effectivement, de se retrouver dans la rue avec des actes violents ou des propos qui sont comme étonnants, est-ce que vous avez l'impression que c'est lié finalement aussi à ce désenchantement, au fait qu'il y a quelque chose que le gouvernement, et surtout Emmanuel Macron, ne tiennent plus? Si vous voulez, en une phrase, les Gilets jaunes, c'est le refoulé du discours macroniste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas rapatrier les conflits dans un champ de parole, et vous savez que Emmanuel Macron souhaitait réduire le pouvoir des corps intermédiaires, qu'il s'agisse des parlementaires, des médias, des syndicats, des associations. À partir de ce moment-là, si effectivement on ne peut plus s'opposer sans s'exterminer dans un champ de parole, il y a la violence. Et dans notre pratique psy, nous le savons. Nous savons que les passages à l'acte, divers et variés, surgissent de l'impossibilité de rapatrier dans le champ de la parole
analytique les conflits qui se produisent à l'intérieur du sujet et entre le sujet et son psy. Donc je crois que on a là l'exemple même où l'impasse que le discours macronien fait sur la fraternité, sur la parole. Alors, il y a de très très beaux discours, mais je dirais que ces discours sont davantage de l'ordre d'une rhétorique de propagande que d'une invitation à un véritable débat. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître la nature d'un pouvoir, disait Michel Foucault, il faut analyser les formes qui y résistent. Donc les Gilets jaunes, c'est la nature du pouvoir macronien. Alors c'est la question qu'on peut poser aussi à Samuel Dock, puisque à un moment donné, sans doute, le pouvoir s'est rendu compte, en organisant le grand débat, qu'il y avait un petit problème du côté de la parole. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est le retour du refoulé, effectivement, aussi bien ce suicidez-vous que la violence des manifestants ? Sur le suicidez-vous, quand même, vous citiez Freud, et je suis d'accord avec vous, mais Freud a dit une autre chose. Il a dit « Celui qui jeta une insulte plutôt qu'une pierre jeta les bases de la civilisation ». Vous vous offusquez de ce suicidez-vous dans un contexte où il est question de corps brisés, morcelés, estropiés. Il ne jette pas une pierre, il jette une insulte qui fait mal, certes, mais qui répond à un sentiment immense d'impuissance. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre, première chose. Deuxième chose, sur cette question du grand débat, moi j'en ai regardé des grandes séquences et j'étais étonné de voir que finalement, il n'y avait pas d'articulation véritablement de langage, mais un long monologue écrasant de savoir, éminemment narcissique, comme l'a fait Emmanuel Macron. Et puisque vous parliez de la possibilité de s'exprimer et d'être représenté et de ne plus l'être, ce grand débat est un court-circuit des instances représentatives. C'est quelque chose de nouveau. Et ça s'est fait, encore une fois, dans un cadre où vous pouvez penser, mais il faut cocher les petites cases. Il faut penser comme je vous dis de penser, dans le cadre de ma pensée. Donc, encore une fois, on a ce problème de la reconnaissance de l'altérité dans ce gouvernement. Est-ce que, Francesca Biaggi-Scheib, vous avez le sentiment, avec vos patients, on ne va pas évidemment rentrer dans des cas, est-ce que vous avez l'impression qu'en effet pèse sur eux, plus spécialement aujourd'hui, et pas seulement à cause évidemment du gouvernement, que pèse sur eux cette difficulté finalement d'élaborer par la parole ce qui est en jeu dans leur souffrance ? Incontestablement, nous sommes à l'époque du déclic. Le déclic, c'est vraiment ce qui vient à la place des mots. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi tout d'un coup quelque chose qu'on a compris. Et je dirais que ce n'est pas une insulte, suicidez-vous. C'est une injure. Ça vise le cœur de quelqu'un qui est dans une fragilité, dans l'air de son temps. Et je dirais aussi qu'un président, justement, n'est jamais qu'un président et rien d'autre. Non, c'est aussi une fonction. Il ne s'agit pas d'en faire une personnalité extraordinaire au-delà de tout, narcissique ou pas. Un symbole. Je prendrais quelqu'un d'autre en exemple. Je prendrais Salvini. Salvini est quelqu'un qui était chef de parti de la Ligue du Nord. Il a coupé le mot Nord de son parti. En même temps que Marion Maréchal coupait Le Pen, en même temps que Marine mettait Rassemblement. Donc on voit la visée de l'idéal, n'est-ce pas ? Et au fond, Salvini a pris le pouvoir. Alors, quelle différence, n'est-ce pas ? Eh bien, la différence, elle est dans le fait que Salvini n'avait qu'une idée en tête, une seule, les migrants. Il ne parle pas d'économie, il n'y a pas de gilets jaunes, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, entre guillemets. C'est-à-dire le retour de refoulé, il n'y a pas de refoulé, là, il ne s'est pas fait sentir. Il y a une idée, une seule, les migrants, il a tout supprimé, l'autodéfense est autorisée, et j'en passe. Donc, je dis là, il y a une différence radicale. Après, qu'il y ait de la souffrance, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque tous nos métiers à nous tous sont basés pour répondre à cette souffrance. Donc là-dessus, nous sommes tous d'accord, bien entendu. Alors, on va aborder le troisième sujet. Je pense qu'il ne sera pas si loin que de celui qu'on vient d'aborder là, sur la parole, sur sa difficulté finalement à élaborer aujourd'hui sa propre souffrance. Regardez. Vous vous rappelez tous de cette folle rumeur qui a circulé un temps. Emmanuel Macron aurait décidé de vendre la France à l'ONU en signant un pacte migratoire qui forcerait notre pays à accueillir des millions d'immigrés. Évidemment, fake news. Et désormais, il n'y a quasiment pas un jour
sans qu'une ou plusieurs informations inexactes ne trouvent grâce à certaines oreilles. Tout récemment, le ministre de l'Intérieur a fait polémique. Alors, simple erreur de vocabulaire, a-t-il dit, non volonté sciemment de tromper sciemment l'opinion, a répliqué l'opposition. Toujours est-il que l'information donnée n'était pas exacte. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer. Alors, essayons en effet de ne pas polémiquer et interrogeons-nous en tant que psy, puisque en tant que psy, nous avons souvent l'occasion de commenter le rapport complexe que chacun de nous entretient avec la vérité. Alors, ma question est la suivante, Roland Gori, c'est est-ce que vous pensez que depuis un certain temps, il y a, pour une raison particulière, qu'est-ce qu'on va dire, une façon d'être submergé davantage par des informations, des paroles imprécises, fausses, voire clairement mensongères. Est-ce qu'il y a effectivement aujourd'hui un abus, un afflux de fake news ? Alors je crois qu'il y a un concept de la psychanalyse qui est extrêmement important et qui peut en partie éclairer votre question. C'est le concept de surdétermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule cause qui produit un phénomène. Il y en a plusieurs. Donc, la première cause qui me paraît tout à fait évidente, c'est que là, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui submergés, comme vous dites, d'informations. Nous souffrons d'infobésité. Donc nous n'avons pas le temps de digérer, de métaboliser une information, de la critiquer, d'en parler, que déjà nous passons à la suivante. Et ça, c'est un problème majeur. C'est que, comme le disait Walter Benjamin, le philosophe, comme vous savez, l'information n'a de valeur qu'au moment où elle émerge. C'est-à-dire que si vous ne l'inscrivez pas dans un champ de parole, de récit, d'échange, effectivement, vous allez recevoir des vagues d'informations. Ça, c'est le premier facteur. Il y a, me semble-t-il, un deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est la mondialisation. Le deuxième facteur, c'est que vous avez l'émergence aujourd'hui, si vous voulez, de différentes tribus, on va dire pour aller très vite, de différentes tribus qui essaient de donner un sens, une cohérence aux événements qu'ils traversent, et ils le font avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est le troisième facteur, ce sont les réseaux numériques. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les réseaux numériques, vous ne cherchez pas à parler, à dialoguer. Les tweets viennent remplacer le dialogue. Et nous savons que certains, d'ailleurs, abusent des tweets au plus haut niveau. Bon, vous voyez à qui je fais allusion. Donc, si vous voulez, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les informations arrivent en vague, on n'a pas du tout le temps d'échanger. Le but de la connexion, c'est se connecter. C'est pas du tout d'échanger, pas du tout de dialoguer. Donc je pense que nous allons avoir de plus en plus affaire, effectivement, à une submersion de différentes informations, certains vrais, certains fausses. Et vous savez que dans une société de la marchandise, le vrai est un moment du faux. Alors, c'est intéressant le terme d'infobésité, parce qu'effectivement, ça montre qu'au-delà des manipulations, au-delà des officines qui existent et qui certainement veulent nous piéger, il y a quand même peut-être une donnée, Francesca Biagissa, je me tourne vers vous, j'allais dire objective, c'est-à-dire que le fait que le lien social devienne de plus en plus fragmenté, qu'il y a, comme vous le dites, une multiplication de tribus, on dit souvent communauté, mais c'est même des tribus, ça aboutit à ce qu'à chaque tribu, sa vérité. Voilà, alors, par rapport à Internet, etc., ce que je trouve frappant, c'est que c'est la forme de propagande d'aujourd'hui. Et la forme de propagande d'aujourd'hui, c'est une fabrication de la vérité. Je crois qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer la récupération politique et la fabrication d'une micro-société. Et cette fabrication de micro-société, elle procède ainsi, à mon avis, c'est qu'elle fabrique une réalité, une vérité est fabriquée. Elle est envoyée. Dans chacune des micro-sociétés. Chacune il n'y a pas des micro-sociétés, à la sienne, il y a une multitude absolument. de micro-sociétés. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de l'Inde du début que Macron avait essayé, de non totalitaire dont je vous parlais. Bon, bref. Donc, il y a
au fond, une micro-société autour d'une vérité. Et il y a comme ça des multitudes de vérités. Le problème est que c'est écrit. Ce n'est pas dit. Or, Lacan le fait bien remarquer, il y a une différence entre l'écrit et la parole. Quelle est cette différence? C'est que la parole, vous pouvez vous demander, en voyant la tête de celui qui parle, est-ce qu'il dit c'est vrai, c'est pas vrai? Enfin, il y a un retour sur l'envoyeur, si je puis dire. Tandis que dans l'écrit avance. Il est écrit, on le croit, enfin, on lui attribue quelque chose. Donc, on a une vérité qui est pas une fausse vérité, une vérité créée. On a une réalité, et donc on a une vérité qui se fait prendre pour un savoir. Donc tout aussi dangereux que le mensonge ou la vérité supposée, c'est la façon même dont elle est dite, ou plutôt dont elle est écrite. Parce que c'est très vrai que nous parlons de fake news, mais la quasi-totalité des fake news sont des fake news que nous lisons, pas que nous entendons. Voilà. Il y en a finalement très peu que nous entendons, même si à l'occasion, sur les chaînes de télévision, de radio, il peut y avoir évidemment des erreurs, ou parfois au café du coin. Est-ce que vous pensez, Anaëlle, que cette multiplication des fake news dit quelque chose profondément de notre incapacité, on en a parlé justement précédemment, de notre incapacité, ou plus grande difficulté, on va le dire très bêtement, à dialoguer entre nous? Oui, je crois qu'en effet, quand vous mettez en avant la fragmentation du corps social et au fond, sa volonté à avoir chacun sa vérité, en réalité, ça a toujours été vrai. C'est-à-dire que quand vous lisez Libé, vous ne lisez pas Le Figaro. Quand vous lisez Le Monde, vous ne lisez pas Rivarol. Néanmoins, dans ces discours qu'on peut juger faux quand on n'est pas d'accord avec eux, ou qu'on peut juger vrai quand au contraire on est d'accord avec eux, on se met au moins d'accord sur les faits. Ce sont les analyses qui varient. Là, on assiste à quelque chose de radicalement neuf avec les fake news. Je ferai une distinction entre la fake news pure, c'est-à-dire vraiment l'information complètement inventée, et celle qui demande à être précisée, amendée, qui sera même contestée par son auteur, etc. Mais là, on assiste à quoi? En effet, à un effondrement de l'autorité qu'on voit palpable absolument partout, dans tous les domaines de la société, et y compris dans celles qui garantissaient l'information, c'est-à-dire les médias. Les médias traditionnels sont volontiers mis en cause, on en doute. Et là, il me semble qu'il y a une logique un peu paranoïde. D'un côté, l'autre méchant me trompe, me raconte des salades. De l'autre, puisque au fond ça ouvre un trou quand l'autre me trompe, eh bien on le comble avec ces fake news, parfois complètement délirantes. On a vu à propos de Notre-Dame que c'était peut-être Macron qui avait mis le feu, ou des ouvriers arabes, enfin des choses parfaitement dingues, si ce n'est quand même qu'il y a un point commun à chaque fois dans la fake news, c'est qu'elle désigne l'autre coupable de nos maux, et donc au fond l'autre à haïr. Alors, c'est très vrai qu'on parlait à la fois de la façon dont la fake news se répand et puis du fait qu'il y a toujours un coupable derrière la fake news. Exactement. Il y a toujours quelqu'un à qui on vouloir, voire pire. Est-ce que vous avez le sentiment, Samuel Dock, vous qui avez été très ferme, très précis sur notre société, et que vous avez effectivement mis en évidence un certain nombre de ses tares, on ne va même pas dire de ses défauts, est-ce que vous avez le sentiment que la fake news, finalement, est une des pires productions, en quelque sorte, du moment dont nous souffrons? Est-ce que vous mettriez ça, je ne vais pas dire sur le même plan que les coups et les violences dont vous avez parlé avec beaucoup d'émotion, est-ce que vous mettriez ça, en tout cas, sur un plan qui nous mettrait en évidence le fait qu'il y a là un véritable danger pour le lien social? Cela participe du malaise, oui, et à cette confusion entre savoir, information, connaissance, perte de hiérarchie dans les savoirs, tout se confond dans tout. Mais j'aurais une interprétation peut-être un petit peu différente. J'ai le sentiment depuis quelque temps que, voilà, parce que je vois comment aussi me parlent mes patients, ados ou pas d'ailleurs, font défiler, vous savez, le scrolling Facebook où on lit le titre, on s'arrête au titre et on cherche l'information finalement qui valide notre opinion. On ne cherche pas trop à se remettre en question. Il y a cette espèce d'accélération du rapport à l'information qui est préoccupant. Et surtout quelque chose d'une dissipation, d'une disparition de ce qu'on appellerait dans notre jargon la pulsion épistémophilique, la pulsion de savoir, la pulsion d'investigation. Comment elle se construit, cette curiosité à l'égard de l'inconnu, à l'égard du savoir? Eh bien, on pense quand même que lorsque l'enfant est tout petit et que sa mère commence à introduire une séparation avec lui, à induire une frustration, eh bien, il va chercher dans son environnement des traces de la mère, peut-être un objet substitutif, quelque chose qui lui permette de supporter l'absence. Ce que cela nous dit, c'est que
la quête de savoir, le désir de savoir naît toujours d'un inconfort. Que reste-t-il aujourd'hui de cet inconfort? Que reste-t-il de ce manque fondamental, de ce vide, alors que nous avons tout le temps une image, nous avons tout le temps un loisir, tout le temps un plaisir, tout le temps un partenaire, tout le temps une expérience. Nous avons tué l'ennui dans la société de l'hypermodernité, on ne laisse plus penser les gens. Peut-être que ce qui nous manque, c'est cette distanciation vis-à-vis de l'image qui nous permette de nous retrouver en tant que sujet. C'est très intéressant ce rapport à l'enfant et à sa mère. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est vrai, nous sommes comblés. Alors évidemment malheureux par ailleurs lorsqu'on a un mauvais salaire, voire pas de salaire du tout, mais qu'on est comblé effectivement par cette société de la marchandisation que vous évoquez. C'est tous ces objets qui viennent en quelque sorte, comme le biberon que nous avons perdu, nous empêcher. Alors, nous empêcher d'être curieux, je termine ma phrase. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Roland Gori? C'est-à-dire que finalement, cette société de la consommation, c'est une société qui, inévitablement, nous abêtit. Oui, parce que d'une certaine façon, il faut vendre sa parole, il faut vendre son information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un souci de vérité, il y a un souci de produire un effet sur l'opinion. Donc, c'est effectivement consubstantiel. Ça appartient, pour le dire autrement, ça appartient à une société où il faut faire vite, il faut être efficace, on est dans le court terme, on est dans le présentisme, et à partir de ce moment-là, on n'a plus le temps de penser. Et toutes les évaluations, d'ailleurs, toutes les évaluations sociales, toutes les évaluations de nos métiers, jusqu'y compris l'évaluation de la psychanalyse, procèdent de la même manière. C'est-à-dire que ce qui compte, si vous voulez, c'est le quantitatif. Ce qui compte, c'est le protocole. Ce qui compte, c'est la procédure. Et ça n'est plus du tout le temps d'échanger, de penser et de voir à long terme les effets que l'on produit. Donc nous sommes dans une société où l'opinion et la vérité se valent. Platon doit se retourner dans sa tombe. Mais la question se pose de savoir si la psychanalyse ou les pratiques inspirées par la psychanalyse ne sont pas, pour le coup, vraiment complètement en porte-à-faux par rapport à cette société. Totalement, mais je pense que le désamour de la psychanalyse dans l'opinion, pour aller très vite, provient justement de ce rapport que nous entretenons avec le temps et avec la perte. Parce qu'effectivement, le fait d'être occupé en permanence par des produits de consommation ou par des injonctions à remplir des protocoles nous prive de la possibilité de ressentir ce qui nous manque et donc d'en faire quelque chose qui s'appelle la création. Et la première des créations et des œuvres, c'est effectivement la pensée. Bon, écoutez, je suis content de ce nouveau divan, parce que j'ai l'impression quand même qu'on arrive à apporter un éclairage, des informations, un regard qui n'est peut-être pas celui que nous avons toujours dans les médias. C'était ça l'objectif. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce divan des politiques. Et à ceux qui nous regardent, eh bien, je donne rendez-vous un prochain dimanche prochain, avant les élections européennes, dimanche prochain à 17h. Merci.